Salut à tous les rouleurs, merci d'être au rendez-vous de la quotidienne. On est ensemble, je le rappelle, de 11h à midi avec un Polo qui est déjà en train de chanter. Pourquoi ? Parce qu'on est heureux. Un programme incroyable nous attend aujourd'hui. C'est le début des Alpes Polo et ça sent le sang. Ça sent la poudre. Ça sent la poudre aujourd'hui. Ouais. Même si je ne sais pas si la grande bataille entre les favoris aura lieu aujourd'hui, en tout cas, quoi qu'il arrive, on attaque les Alpes. Les sommets à plus de 2000 mètres, on en passe 3 aujourd'hui. Il va se passer de grandes choses. Ça va être fantastique. Comment on passe les 2000 mètres d'altitude ? Il demande dans le chat du stream, Robin. Ça, c'est une bonne question. En tirant la langue. Ouais. Malgré nos maillots de meilleurs jeunes là sur le plateau, on a du mal quand on est vraiment au-dessus des 1008-2000 quoi. C'est vrai qu'on est tous arrivés en blanc aujourd'hui. On est immaculés comme ça. C'est vrai qu'on ne sait absolument C'est pas. pas du tout en soutien à Egan Bernal. Hein. Ah, c'est clair. Sachez-le. C'est clair. Bon, Robin, ça y est, tu t'es mouillé la nuque là pour ce qui arrive ? Ouais, exactement. Il fait chaud dehors, mais on est au frais dans le studio pour regarder ça cet après-midi et ça va partir fort. Le programme de l'émission, récap de l'étape gagnée par Matteo Trentin à Gap, débat. On va se demander pourquoi l'absence des grimpeurs rouleurs rend le spectacle intéressant. D'ailleurs, est-ce que c'est ça qui rend le spectacle intéressant ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons ? Preview de l'étape du jour Embrun-Valoir, chatroom comme d'habitude. On va essayer à ce qu'elle soit un peu plus importante que d'habitude. On va voir si on va assez vite. Rétro-chronique du vélo aujourd'hui sur Bernard Thévenet. Robin, c'est ça ? Oui, parce qu'on passe l'Isoire aujourd'hui et qu'il y a un grand épisode avec entre Bernard Thévenet et l'Isoire, une histoire un peu particulière. Voilà, le tour 1975 exactement. On terminera comme d'habitude par le quiz. On commence donc en revenant sur la grosse perf de Matteo Trentin vers Gap. On débriefe ça tout de suite. L'échappée est donc allé au bout hier sur cette étape-là. Il était beaucoup trop fort, Matteo Trentin Polo, pour tout le monde dans l'échappée. Ils étaient 38, mais c'était clairement lui le plus fort. Bon, alors croyez-le ou non, il faisait partie de ma petite shortlist pour les pronos. Évidemment, j'ai fait le bon Une choix. shortlist de 20 noms chaque jour. Trentin, on savait qu'il serait dans l'échappée. On savait qu'il serait fort. On l'avait vu déjà très fort pas à Pradalbi, à Bagnères de Luchon déjà, dans la Rouquette dans 6 ans, même s'il s'est fait un peu contrer par son coéquipier Simon Yates. J'imaginais bien gagner hier, faut le dire, mais j'imaginais pas comme ça. J'imaginais régler un sprint avec 6-7 mecs assez forts avec lui. J'imaginais pas s'esseler comme ça dans la dernière difficulté et remporter cette étape avec autant d'avance, parce que mine de rien, il finit avec une belle avance, Trentin. On l'avait déjà vu attaquer sur une course il n'y a pas si longtemps que ça, où ils étaient en échappée comme ça. Il était parti avant, on s'est dit mais il a fait n'importe quoi. Mais en fait, il a peut-être des qualités un peu différentes que celles qu'on lui donne de pur sprinter en fait, Matteo Trentin. C'est pas un pur sprinter, c'est sûr. Après, la vérité, c'est que dans ce groupe-là, s'il avait dû rester bien au chaud et attendre, sauter sur les attaques, mais ne pas attaquer lui-même et attendre un sprint, je pense qu'il alignait tout le monde, hein. Même les Danielos et Van Avermaet qui vont quand même vite. Donc il n'était pas obligé de partir devant. Après voilà, il se sentait fort, il avait sûrement envie de finir seul. C'est sa 3e étape sur le tour, mais c'est la première fois qu'il gagne en solitaire. Donc ça a une saveur particulière aussi. Et j'ai envie de dire, on savait que Trentin était fort. Il peut y avoir en revanche un petit peu de déception sur quelques autres qu'on aurait aimé voir avec lui, voire capable de suivre, notamment Van Avermaet, qui n'ont pas eu les jambes. Quelques petites infos sur cette victoire. Voilà, comme tu dis, 3e victoire sur le Tour de France. Il avait gagné en 2013-2014, mais simple, il n'était pas venu en 2016, 2017, 2018. Donc là, il est de retour. Il fallait faire sa place. Hein. Oui, voilà. C'était des sprints qu'il avait gagné, il me semble. Donc, sprint en petit comité, ouais. Un petit comité. C'était vraiment particulier pour le coup de finir en solitaire. Il a 29 ans et il est en fin de contrat à la fin de saison. Matteo Trentin qui a donc dit à l'arrivée, il était évidemment très heureux. Il a dit j'avais en tête celle de Bagnères de Bigorre, Paul t'en parlait, mais c'est mon équipier Yates qui l'a gagné. Alors là, c'est vraiment ma dernière chance avant 3 jours extrêmement exigeants. Mon mental m'a aidé davantage que mes jambes. Je n'aurais jamais imaginé gagner en solitaire. Il avait quand même des jambes un peu plus en forme que celles des autres. Hein. Ce genre de déclasse, c'est des pros, c'est toujours improbable. Mais mon mental m'a aidé plus que mes jambes. Perso, moi, si ma tête elle me dit d'y aller, mais que mes jambes elles me disent stop, je mets clignotant comme un grand. Au classement général, en tout cas, après cette belle victoire de Matteo Trentin qui était torse ouvert, torse poil, là, on l'a vu, il était en train de voguer, mais derrière, il s'est quasiment rien passé du tout. Voilà, Julien Alaphilippe a toujours son maillot jaune. Ils sont restés extrêmement calmes. En revanche, pendant que Trentin gagnait son étape, il y a eu un plan sur le peloton. Et c'était pas du tout les favoris qui ont fait l'actualité. On va découvrir le screen Polo que tu nous as sorti avec Luc Rowe
et Tony Martin. On les a vus en train de se serrer sur le bord de la route. Enfin, Tony Martin qui serrait Lucro. Les deux se sont fait exclure du Tour de France. Alors, Polo, qu'est-ce que tu en penses de ces exclusions ? Moi, je trouve ça mérité. C'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait, que ce soit et pour eux et surtout pour les téléspectateurs. C'est peut-être ça aussi dont ils ne se rendent pas compte. On les a vus main dans la main à l'arrivée. On les a vus faire une interview tous les deux pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Au-delà de ce fait de course, il y a aussi la mise en danger de spectateurs. On le voit ici. Tony Martin pousse vraiment Lucro dans les spectateurs. Après, on ne le voit pas sur cette photo, mais Lucro essaie met un espèce de coup de poing à Tony Martin. C'est un comportement qui méritait une exclusion, pour moi, sans discussion possible. Robin ? Ouais, c'est un peu sévère. On peut le sanctionner. Je suis pas choqué qu'on le sanctionne, mais je pense que s'ils font ça au milieu du peloton ou en queue de peloton et qu'on le voit pas à la caméra, il se passe rien. Là, ils sont juste pas très futés de faire ça en première ligne du peloton au moment où tu démarres la dernière bosse, donc tu sais que tu vas avoir les caméras braquées sur toi. Voilà, on n'a pas eu affaire à des génies sur ce coup-là. Après, bon, ils sont fatigués, ils ont plus de 2 semaines de course dans les jambes, donc ils ont peut-être pas réfléchi. Mais je pense que voilà, la même scène. En queue de peloton en début d'étape, il se passe rien. Lucro est agressif, demande Subtic. Ah bon, c'est vrai qu'en fait, sur les vidéos qu'on a reçues de 15 secondes, on n'avait pas toute la vidéo, on n'a pas toute la vérité. Et à la vue de la vidéo, c'est vrai que Lucro ne fait absolument rien. Sauf que si lui aussi a été expulsé, c'est qu'il a aussi quelque chose à se reprocher. On le voit sur la vidéo, sur le plan fixe de la caméra 1 qui est sortie sur la caméra 2, du coup, parce que c'était la caméra qui était devant le peloton. On les voit, on voit Tony Martin pousser Lucro, comme on l'a vu sur la photo. Et ensuite, on voit Lucro lui asséner aussi un coup de poing. Donc, au bout d'un moment, il lui a rendu. Il lui a rendu. Le règlement, il est clair. On ne va pas non plus faire du cas par cas à chaque fois. Et quelle différence alors avec Asgreen il y a quelques jours ? Mais Asgreen, c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas l'avoir viré. Il faut pas se dire que là, c'est une erreur aujourd'hui. L'erreur, c'était justement Asgreen qui n'a pas été exclu pour un truc tout aussi dangereux, alors que ça allait encore plus vite à ce moment-là sur Chadaga. Donc oui, ça, Asgreen, c'est une erreur. Mais pour moi, hier, c'était pas une erreur. À l'arrivée, Lucro, il a dit c'est le plus grand événement sportif du monde. J'y suis avec de super gars. J'ai l'impression de les laisser tomber. Je suis choqué. C'est très sévère. Mais je dois vivre avec ça et garder la tête haute. On a tous les deux voulu faire notre boulot, qui est de replacer leur leader. On a sans doute dépassé les limites, mais ça fait mal d'être expulsé pour ça. Aucun de nous ne méritait ça. En tout cas, voilà, c'est son avis. Plus Ducrot, plus de Tony Martin, ça fait un équipier en moins pour Ineos pour contrôler la course, un équipier en moins pour la Jumbo-Visma et notamment pour les sprints de Dylan Groenewegen. On verra par la suite si oui ou non ça a un véritable impact pour ces deux équipes-là. On a tout dit sur cette étape de Gap. On avance dans l'émission et on va se poser une question sur l'absence des sprinters rouleurs, non, des grimpeurs rouleurs. C'est parti. L'absence des sprinters grimpeurs, tu me dis Paul, mais oui. Matteo Trentin est un bon sprinter grimpeur. Exactement. Je vais poser 2 faits pour commencer ce débat. D'un côté, on a Tom Dumoulin absent, Primoz Roglic absent, Christopher Froome absent, 3 membres du top 15 2018 du Tour de France quand même. Top 4. Du top 4 même 2018, c'est vrai, absent. 3 grimpeurs rouleurs. Voilà, Polo qui nous a fait ce magnifique tableau. D'un autre côté, on a un Tour de France 2019 terriblement excitant, sans doute le plus excitant peut-être depuis 2003 en termes de bataille pour le classement général. Oh, ouais. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un véritable lien de cause à effet entre ces 2 faits-là, Polo ? Non. Voilà. Très bien. Romain, alors, oui. Oui, moi, Très bien. Non, mais, moi je pense que oui, mais je te laisse la main, Paul. Non, moi je pense pas. Je pense que l'absence de déjà, voilà, on voit le tableau derrière. Je pense que déjà l'absence, le fait que ce tour soit beaucoup plus intéressant que celui de l'an passé, s'explique notamment par cette différence de kilométrage déjà sur le contre-la-montre. Il y a quand même plus de 20 km de moins, mais surtout, c'est. 12, hein. Moi je dis 12. Je dis ça pour. Oui, 12.
J'ai arrondi à la Comme ça, t'arranges. supérieure. Non, en vrai, non. Pour vous expliquer les raisons mes raisons principales, je pense que ce qui fait que ce tour est aussi intéressant, pour moi, ça n'a aucun rapport avec l'absence d'un Froome, d'un Dumoulin ou d'un Roglic. Pour moi, la raison, elle est simple. C'est que déjà, le fait que pour nous, on trouve ça intéressant, c'est qu'on a 2 coureurs français au top, qui gagnent des étapes, qui sont placés au général, qui font le spectacle. Ça aussi, c'est important. C'est que c'est des Français avec du panache, qui n'ont pas peur d'attaquer. Et c'est aussi des Français qui ont des jambes et qui ont des meilleures jambes en montagne. Thibaut Pinot a de meilleures jambes en montagne que des Ineos et que Tom Dumoulin et Primoz Roglic. Je pense que faire le procès de ces rouleurs grimpeurs n'a aucun intérêt puisque ces rouleurs grimpeurs étaient aussi les meilleurs grimpeurs du peloton. Donc à partir de ce moment-là, sauf que là, cette année, on a un rouleur grimpeur, Geraint Thomas, qui est battu par des grimpeurs purs que sont des Thibaut Pinot, voire des Bourkman ou même des Bernal pour l'instant. Et puis, ça s'explique aussi par une autre raison, c'est que le tracé est très bien fait. C'est un très beau tracé, très à même, très propre aux caractéristiques justement des Français. Alors peut-être que c'est un peu chauvin, ce tracé a été un peu tracé pour eux, je ne sais pas, mais quand on voit aussi peu de contre-la-montre par équipe, quand on voit le tracé du contre-la-montre individuel et en plus les étapes qu'on a, c'est-à-dire pas de contre-la-montre après la montagne, très peu en termes de kilométrage, on l'a vu sur le tableau précédent, tout a été fait en sorte que les Français s'y retrouvent dans ce parcours. Et le fait est que les Français sont en forme et que c'est pour ça que ça nous donne un parcours hyper intéressant. Voilà les premiers arguments de Polo. Est-ce que toi, tu penses que ce tour est intéressant par l'absence des grimpeurs rouleurs? Décidément, je veux absolument placer mes sprinteurs rouleurs, moi. Robin. Oui, je pense. Alors dire que c'est le seul facteur, ce serait malhonnête, mais c'est un facteur important pour moi. Parce que tu le dis, l'année dernière, tu as fait la liste, on a 4 rouleurs grimpeurs, et qui sont pour moi davantage des rouleurs grimpeurs que des grimpeurs rouleurs. C'est pas tout à fait pareil. Et cette année, on n'en a qu'un seul. Donc Geraint Thomas, qui est le seul survivant de ce quatuor de 2018. Ça change beaucoup de choses parce que quand tu as 4 équipes, enfin 3 parce que Froome et Thomas étaient dans la même équipe, mais quand tu as les 3 équipes sans doute les plus fortes du Tour de France de l'année dernière, qui ont un rouleur grimpeur comme leader et qui décident de courir pour ce mec-là, il s'adapte et notamment dans l'école, tu montes à un rythme très élevé, mais très très linéaire. Et tout le monde a intérêt, en tout cas les 3 grosses équipes ont intérêt à ce que ça monte à un rythme linéaire, parce que ça favorisera Thomas, Froome, Dumoulin et Roglic. Cette année, il y a uniquement Ineos qui a cet intérêt-là pour favoriser Geraint Thomas. Et en plus, donc tu vois une équipe Ineos qui est moins forte que les années précédentes, moins dominatrice, moins représentée en montagne. Donc forcément, ça laisse beaucoup plus de place aux autres équipes qui, elles, ont envie d'une course totalement différente, notamment les FDJ avec Thibaut Pinot qui attaque et qui a du panache, notamment avec les Movistar aussi. On l'a vu avec Mikel Landa, même avec Nairo Quintana, même si c'était une fois qu'il avait perdu du temps. Donc voilà, il y a plusieurs équipes aujourd'hui qui peuvent profiter, et bien sûr Julien Lafilippe, que j'allais oublier, qui aussi a profité du fait que la course soit moins contrôlée par des équipes de rouleurs grimpeurs pour prendre du temps. Je pense que si ça monte, s'il y a 3 équipes qui s'organisent comme l'année dernière, c'est beaucoup plus difficile de prendre du temps à Saint-Etienne. Ça monte peut-être plus vite aussi à la planche des belles filles et Julien Lafilippe aurait eu plus de mal un peu partout. Donc finalement, cette absence d'équipes très organisées et qui ont intérêt à monter à un rythme élevé et linéaire, ça favorise les mecs qui ont envie d'autre chose. Donc évidemment que il n'y a pas que ça, il y a aussi le parcours qui est bien tracé, il y a aussi le contre-la-montre qui est arrivé avant la montagne, qui inverse un petit peu l'ordre des choses, mais il y a bien sûr l'absence de ces garçons-là, ça aide en Thibaut Pinot. On a eu un Alaphilippe Polo qui a été très important en première partie de tour, Pinot en deuxième semaine. Mais est-ce que tu penses qu'avec les présences de Froome, Dumoulin, Pinot aurait pu foutre un bordel pareil ou même Alaphilippe sur les 2 premières semaines? Moi, ma question, avant de répondre à la tienne, ma question c'est ça. Est-ce que si Thibaut Pinot et Julien Lafilippe ne participent pas à ce Tour de France, on en tire les mêmes conclusions qu'aujourd'hui? Est-ce que Ineos n'aurait pas été plus sereine, notamment dans sa manière de contrôler la course, comme tu l'as dit, comme ils ont tenté de le faire à la planche où ils n'ont pas pu, comme ils ont tenté de le faire au début du Tourmalet, il me semble, ou au début de Prades Albis, je suis plus certain, où ils n'ont pas pu non plus. La différence, c'est que si tu enlèves ces 2 coureurs, avec en plus un parcours qui leur convient parfaitement, on l'a vu notamment sur l'étape. Oui, mais pourquoi tu veux les enlever? Je dirais, ils sont dans le Tour, ils sont dans le Tour. Voilà, et c'est Sauf pour que ça. si tu leur mets les rouleurs grimpeurs de l'année dernière et de leurs équipes qui sont très organisées, Alaphilippe et Pinot mettent pas le même Et il y hasard. a un truc que tu n'as pas signalé dans le fait
que pour eux, pour ces équipes l'année dernière, rouler sur des tempos réguliers et élevés en montagne, c'était aussi pour diluer notamment les velléités de ces grimpeurs, parce qu'ils savaient aussi qu'à chaque fois, ça fait déjà 2 ans, je ne suis pas remonté à plus parce que j'avais autre chose à faire, mais ça fait déjà 2 ans qu'on nous fout un contre-la-montre les veilles des arrivées, et tout se joue là-dessus. Je me réfère encore une fois à ce papier de l'équipe qui disait que depuis 10 ans, il y a 44% des Tours de France se jouent sur les contre-la-montre. Évidemment, quand on a un la veille de l'arrivée, évidemment que ça aide de jouer à ça. Oui, mais moi, j'ai le souvenir aussi de 2011 surévalué. j'ai le souvenir aussi de 2011 avec Andy Schleck qui fait tout péter et qui aurait mérité de gagner ce Tour 2011. Finalement, il se fait cuire par Cadel Evans sur un contre-la-montre à 2 jours de l'arrivée. C'est de la faute d'Andy Schleck. C'est de la faute du parcours. Non, c'est de la faute des grimpeurs qui se surestiment et qui pensent qu'ils vont sauver les meubles en contre-la-montre, ce qui n'arrive jamais. C'était pas la pensée d'Andy Schleck quand il attaque à, je sais pas, 80 bandes de l'arrivée sur l'étape du Galibier. Si tu inverses le chrono et que tu le mets avant la montagne, et Andy Schleck, il aurait juste pas pris le maillot, il aurait repris du temps, il aurait fait un truc tout aussi beau, mais il serait resté 30-40 secondes derrière Cadel Evans au classement. Le contre-la-montre, il change rien dans le bilan comptable à la fin. Il change uniquement, et ça je suis d'accord avec toi, c'est très bien que cette année on l'ait eu avant les Pyrénées et les Alpes. Le problème, c'est que les grimpeurs et leurs équipes se surestiment à chaque fois. On l'a vu avec Romain Bardet ces dernières années, et même cette année, quand il arrive à Marseille, Romain Bardet, il pense pas qu'il va devoir sauver son podium pour une seconde. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est à peu près la même chose tous les ans. Donc là, le fait d'avoir le chrono avant les Pyrénées et les Alpes, c'est sûr que ça inverse le rapport de force et que maintenant, voilà, on sait que Pinot sait exactement combien il a de retard sur Thomas et il n'y a pas un chrono qui va arriver samedi pour lui remettre un retard qui est difficile à estimer. Là, voilà, on n'est que sur de la montagne. Sauf que cette histoire-là, les grimpeurs, ils ont droit aussi de se dire que sur le chrono, ils vont perdre 2 minutes au lieu de croire qu'ils vont perdre 1. On en a parlé avec Romain Bardet, c'était exactement ça. Et il y a autre chose pour moi qui joue dans cette histoire d'absence des rouleurs grimpeurs, c'est que les purs grimpeurs, comme Thibaut Pinot, comme Mikel Landa, comme Fabio Aru, qui avait brillé sur le Tour il y a 2 ans, ces garçons-là, ils dépensent beaucoup d'énergie dans la première semaine, qui est très énergivore pour eux, dans le replacement, dans ce qu'il y a parfois un chrono, dans ce qu'il y a parfois des pavés, dans ce qu'il y a des bordures. Ces garçons-là, ils sont en difficulté. Et juste passer ces obstacles, ça leur demande plus d'énergie que ce que ça va demander aux Dumoulin, Froome, Roglic et Thomas. Donc ils arrivent dans la montagne plus entamés. Cette année, le fait que ces mecs-là, ces rouleurs grimpeurs ne soient pas là, à l'exception de Thomas qui n'est pas dans la forme de sa vie, même pas dans celle de l'année dernière, ça fait qu'on arrive à un niveau à peu près égal en montagne. Alors que d'habitude, les Froome, Thomas, Dumoulin arrivent plus frais en montagne. C'est ça, mais il y a aussi, tu viens de mettre le doigt dessus, ce qui est important aussi dans ce qui fait que ce tour est très passionnant, c'est la faillite pour l'instant d'Ineos finalement, avec un Egan Bernal qui était loin de son niveau en chrono, avec un Geraint Thomas qui est loin de son niveau en montagne, et ça aussi ça rajoute un. Mais tu penses ça pas donne que Pinot, un Tour de France hyper ouvert. Je pense que Pinot dans le Tour de France l'année dernière, par exemple, avec les présences de ces grimpeurs rouleurs, aurait pu faire avec les mêmes jambes. Hein, évidemment, le Pinot de cette année aurait pu faire les mêmes dégâts que ceux qu'il fait cette année. Non, je pense pas, parce qu'au-delà de la question des grimpeurs rouleurs, encore une fois, ce que je dis, c'est que des Tom Dumoulin, des Chris Froome, des Geraint Thomas étaient les meilleurs en montagne l'année dernière, bien plus forts que des pseudo-grimpeurs qui étaient notamment des Romain Bardet, des Mikel Landa et j'en passe. La vraie question, c'est que là, aujourd'hui, on en arrive à se demander pourquoi ce tour est si intéressant. Pour moi, c'est pas parce que Froome, Dumoulin et Roglic ne sont pas là, c'est parce qu'on a 2 Français qui cartonnent, et ça, pour l'engouement populaire, c'est inquantifiable. On voit bien, de toute façon, je voulais faire ce tableau aussi, j'ai oublié des audiences sur France TV depuis le début du tour, et puis surtout un tracé qui en convient parfaitement. On parle des contre-la-montre, même si la différence en termes de kilométrage n'est pas importante, quand tu vois le tracé notamment du contre-la-montre qui favorisait, mine de rien, on ne le pensait pas, nous on l'avait dit, on ne pensait pas que ça les favoriserait autant, mais ça favorisait vraiment des profils comme des Alaphilippe ou des profils comme Pinot, comme des Richie Porte, etc., des profils un peu plus grimpeurs rouleurs comme tu dis, mais avec un peu plus de punch sur le début du profil. Et finalement ça nous donne ce Tour de France là, parce que aussi, et je pense que le truc principal, c'est que des Français sont au top du top. Et c'est ce que dit d'ailleurs Dave Braceford et à propos d'Alaphilippe. Alors c'était juste avant le Tourmalet, il disait ça. Il disait Alaphilippe a gagné du temps avec style, il a changé la manière dont les équipes courent. C'est lui le principal changement de ce Tour de France. Donc du coup, ça, Robin, c'est un peu en contradiction avec ce que tu avances toi. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, je suis d'accord avec le fait qu'Alaphilippe court avec style. Après que ce soit le seul mec qui change la course, non. Parce que s'il n'y a pas
Alaphilippe, il y a quand même Pinot au Tourmalet, il y a quand même Pinot au Prat d'Albis. Donc non, il n'y a pas que Alaphilippe dans ce Tour de France. Et Il y a d'ailleurs, Pinot. oui, il y a Pinot, mais il y a aussi Mikel Landa qui fait une très belle montée à Prat d'Albis. Donc vraiment, pour moi, il y a pas. Évidemment qu'Alaphilippe prend beaucoup de lumière sur ce Tour de France et qu'il nous régale. Mais si c'était pas Alaphilippe, ce serait peut-être quelqu'un d'autre. Et ce Tour de France, il est beau pour nous, oui, parce qu'il y a des Français au top. Mais beaucoup d'observateurs étrangers sont aussi d'accord avec ça Oui. et disent qu'on a un très beau Tour de France et ils sont contents de voir les Français revenir au top parce que un Tour de France avec des Français qui marchent, c'est toujours plus agréable. C'est comme voir un Tour d'Italie avec des Italiens à la rue, c'est jamais une partie de plaisir. Donc c'est pas que parce qu'on est français qu'on apprécie ce Tour de France. Tout le monde l'apprécie véritablement. Et sur cette histoire des rouleurs grimpeurs, Paul, regardons le Tourmalet par exemple. Non, pas le Tourmalet, pardon, Prat d'Albis, où clairement l'équipe Ineos ne sait pas trop, ou donner de la tête, ne sait pas trop comment réagir à l'attaque de Pinot. Mais tu crois que s'il y avait et les Jumbo-Visma et les Sunweb avec Ineos, tu crois pas qu'ils auraient roulé au train et qu'ils auraient davantage limité la casse? Ou tout simplement les Ineos de l'année dernière. Oui, peut-être. C'est ça. Parce Parce que là, qu'en fait, en gros, on a j'ai une pas faillite l'impression d'Ineos. que- On a en une fait, faillite entre guillemets j'ai d'Ineos, pas mais il n'y a personne pour prendre le relais. Ouais, mais oui, voilà. Mais je pense pas que Ineos, ils avaient eu faillite l'année dernière. Jumbo et la Sunweb, notamment, Paul, auraient été, selon toi, capables de prendre leur relais. La Jumbo, elle est là cette année. Hein. Elle est là, c'est peut-être l'équipe la plus forte en Oui, mais ils ont pas L'année intérêt à rouler dernière, de elle façon n'aurait pas linéaire. été là. Mais pourquoi ils n'ont pas intérêt? Ils peuvent. roules pas S'ils pareil sont pour lâchés au Roglic et pour train, Kreuzweig. s'ils sont lâchés par Pinot au train avec Ineos, ils ont intérêt à rouler au train pour réduire l'écart. Surtout s'ils ne sont pas capables de suivre les attaques de punch d'un Thibaut Pinot ou d'un Egan Bernal. La vraie, moi, pour aller un petit peu dans ton sens, mais pas trop, moi je pense que ce qui fait très mal et ce qui fait du bien du coup à ce Tour de France, pourquoi ce Tour est si intéressant, c'est l'absence de Christopher Froome. Parce que si tu rajoutes Christopher Froome dans cette rotation chez Ineos, ça veut dire que ton équipe est déjà bien plus forte en montagne. Parce que si tu rajoutes des Bernal, des Wood Poels et des Geraint Thomas à ça, là pour le coup c'est différent, notamment en termes de gestion d'une montée. Tu peux envoyer un train très violent beaucoup plus tôt. Et là, c'est pas sûr qu'un Thibaut Pinot ait les ressources pour attaquer. Je pense que pour aller dans ton sens, l'absence de Froome fait du bien à ce Tour de France, plus pour ça que par le fait qu'il allait gagner comme les années précédentes. Mais je pense que Ineos aurait eu beaucoup plus d'armes pour gérer la course, et là, Ineos n'a pas assez d'armes pour gérer la course. Et je pense que aussi, le principal facteur du fait que ce Tour de France est vraiment très cool, c'est qu'Ineos ne maîtrise pas du tout la course. Oui, Et ça mais n'a je aucun pense rapport avec l'absence de Ça, on est Dumoulin d'accord. ou de Dernier Roglic, petit quoi. argument pour tous les deux, les amis. Non, Vous pouvez mais, aller. mais je pense que moi j'ai fait le tour personnellement, mais je te rejoins Paul là-dessus vraiment Merci. sur la faiblesse d'Ineos. Alors évidemment ils sont Je encore pense très que c'est forts, ça en fait le mais point ils sont clé. plus parce qu'on prend Kwiatkowski, Pouls, Bernal et Thomas. Je pense qu'on les attendait tous à un meilleur niveau, sauf peut-être Bernal qui est en train quand même de faire le Tour de France qu'on attendait. Mais moi, à titre personnel, j'en attendais mieux aussi d'Egan Bernal. Donc peut-être que certains trouvent son tour satisfaisant. Mais en tout cas, sur Thomas, Pouls et Kwiatkowski, je pense qu'on les attendait mieux. Après, on en parle peut-être, si vous êtes en train de regarder l'émission ce soir, justement, vous avez déjà peut-être vu Egan Bernal et Geraint Thomas attaquer dans le Galibier et lâcher tout le monde, donc on passera pour des gros cons. Mais le fait est que pour l'instant, Bon, enfin bon, pour le moment, Le fait Egan est que- Bernal, voilà. c'est pas le spectacle incroyable qu'on pouvait nous promettre il y a, pas une il y a- jambe il y a un ou 2 ans. Donc on va attendre, on va attendre. Pour s'accrocher à la route Thibaut Pinot dans les Pyrénées, c'était Oui, voilà, la meilleure chose qu'il pouvait faire. Pour terminer là-dessus, voilà, c'est pas encore une défaillance de l'équipe Ineos, mais je pense que le principal fait que ce tour soit aussi ouvert, c'est justement qu'ils ne maîtrisent pas la course comme ils le peuvent. Parce qu'au final, tu l'avais déjà dit, Robin, en preview, tu as dit, mais les autres équipes, elles n'ont pas besoin d'avoir 2-3 gars pour les accompagner, puisque Ineos va faire le train. Et Ineos est incapable de faire le train. Et c'est pour ça aussi que le travail de Gaudu fonctionne bien. Aussi. C'est terminé pour ce débat sur les grimpeurs rouleurs et sur ce spectacle autour du Tour de France. On va passer à la preview. C'est l'acte 1 dans les Alpes, c'est Embrun-Valoir. C'est parti. 18e étape du Tour de France, les veines des coureurs commencent à bien faire la gueule comme il faut et ce n'est pas fini avec ce qui arrive. On va voir le profil de Embrun-Valoir, une des étapes les plus impressionnantes de ce Tour de France. 208 km avec col de Vars, col d'Izoard, col de Galibier, arrivée en descente. Polo, il y avait un triple enchaînement dans les Pyrénées, mais c'était 3 montées de première catégorie avec Lers, Péguerre, Prat d'Albis. Là, c'est l'enfer total. Voilà, c'est l'enfer, ça monte beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus violent. Pour moi, c'était l'étape Rennes quand j'ai vu le parcours et quand on voit ce que disait Charlie Mottet ce matin dans l'équipe, il était pas loin d'être d'accord avec moi. Pour moi, c'est l'étape Rennes, c'est l'étape la plus longue, l'étape montagneuse la plus longue de ce Tour de France. Au moins cette deux étapes, je suis pas sûr avec les Pyrénées, mais ça montait pas beaucoup plus en termes de kilométrage sur les Pyrénées. L'étape où il y a 5400 mètres de dénivelé, c'est aberrant. 3 passages à plus de 2000 mètres, des cols mythiques aussi, c'est ce que j'avais dit dans la preview.
Après, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'au niveau des favoris, ce soit l'immense bagarre. Ça dépend. À mon avis, il y aura la petite attaque de la Movistar et de Mikel Landa dans l'Isoire, c'est sûr. Mais je pense que pour les vrais favoris, pour la vraie bagarre, ils sont tellement proches au classement général que de se lancer dans des grandes manœuvres avec cette arrivée en descente, une arrivée technique, on annonce de la pluie en plus, notamment au niveau de l'Isoire. On verra comment ça va se passer au niveau physionomie de course. Mais en tout cas, le profil de l'étape est un profil, pour moi, parfait pour une étape de montagne, surtout en fin de tour. Quelques infos en plus. Altitude d'école, donc c'est 2100 mètres pour Vars, 2360 mètres pour Izoard, 2642 mètres pour Galibier. En élément de comparaison, le Tourmalet, par exemple, c'était 2100 mètres. Donc les trois sont au-dessus. Enfin, Vars, c'est 5 mètres ouais, c'est comme Vars. Et il y a Charlie Motet, Paul, tu commençais à en parler, qui a dit « Quand j'ai découvert le parcours, je me suis dit ça va être l'enfer. Je me suis dit qu'on n'avait jamais eu 3 étapes si difficiles. L'altitude va être horrible au niveau des effets. Le risque fringale réel pour les favoris, Robin. » Ouais, alors on a toujours cette histoire de mythe, entre guillemets, autour des 2000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça fait vraiment aux favoris qui sont malgré tout très habitués à passer des cols de cette trempe. On en fera un article d'ailleurs sur la chronique du vélo. J'ai peur pour un Borkman, par exemple. Oui, peut-être. On a un article qui est prévu sur la chronique du vélo avec Frédéric Grapp qui nous explique ça, notamment le directeur de la performance de la FDJ. John Gadret aussi qui nous en parle, qui sera normalement publié demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir gérer ça. Et plus que les 2000 mètres, pour moi, ce qui va être important, c'est les changements de chaleur qu'il va y avoir, parce que sur le début d'étape dans les vallées, on va être sur du 32-33 degrés, et quand on va passer finalement au sommet de l'Izoard, on sera à peine 20 degrés. Donc pour des organismes qui sont très très affûtés, qui sont au maximum de leur vulnérabilité, et notamment on pense forcément à Thibaut Pinot qui a des risques un peu plus importants, on va dire, de tomber malade, il faudra être très vigilant. On annonce en plus de la pluie, des orages dans, je crois, tous les cols de la journée. Ouais. Donc à partir de 14h, voilà. Ça va être vraiment un truc à gérer qui va être très délicat, une amplitude de température comme ça de plus de 10 degrés, 10-12 degrés. Franchement, ça va pas être évident. Après, Paul dit on n'aura pas la grande bagarre aujourd'hui. En fait, pas tôt en tout cas. Oui, mais je ne suis pas sûr que sur sur ces 3 étapes alpestres, je ne suis pas sûr que ça attaque tôt une seule fois, parce qu'en fait, les mecs se tiennent tellement en peu de temps qu'ils savent qu'ils peuvent attendre les derniers kilomètres. Il suffit à Pinot de reprendre 15 secondes à Thomas pour gagner le Tour de France, dans l'hypothèse où Alaphilippe ne. Il faut pas se griser. Il faut pas se griser pour un Thibaut Pinot, même s'il a des bonnes jambes aujourd'hui. Il reste quand même 2 étapes difficiles. Il faut qu'il fasse attention. Là, il est vraiment dans la position. D'être le plus fort et que tu prends les bonifs à Tignes et Val Thorens, tu gagnes le Tour. C'est ça. Donc, tu n'as pas intérêt à partir dans les. Je pense qu'au sprint, en termes de punch, il peut aller chercher en haut du Galibier, même déjà ses bonifications. Il ne faut pas se griser pour Thibaut Pinot, même s'il est le plus fort. Il a juste à attaquer très tôt à Val Thorens. Et pour lâcher tout le monde, il n'a que 15 secondes à reprendre à Gaël Thomas. Si tant est qu'il n'ait pas repris des bonifs avant, vraiment, c'est pas le style de Pinot sur ce Tour de France. C'est peut-être pas ce qu'on attend. On a envie qu'il fasse tout péter. Mais je pense que la meilleure tactique, ce serait de pas trop de pas être en surconfiance en fait, parce qu'il peut avoir un jour sans. Ça reste Thibaut Pinot, quoi. Oui, exactement. On s'intéresse particulièrement au Galibier, où il pourrait s'attaquer, mais effectivement, comme vous dites, c'est pas forcément la meilleure tactique. Ça va grimper par le côté Lautaret, 22 bornes avec les forts pourcentages qui arrivent dans les 7 derniers kilomètres. Les 14 premiers bornes, le Lautaret, c'est roulant, mais c'est long. Rien. Et il y a cette descente de 19 bornes avec, où vous voyez là les 5 derniers kilomètres. Robin, tu m'en parlais avant l'émission, c'est une descente ultra sinueuse, et il y a Brochard notamment qui était tombé sur le Dauphiné 3 fois. Si tu loupes les premiers virages, derrière t'es mort, t'es dans la galère tout au long de la descente. Je me suis fait la descente hier en vidéo sur YouTube. Avec mon vélo, j'ai fait l'aller-retour dans la nuit. Et non, franchement, on la connaît pour ça, cette descente du Galibier, par ce côté-là. Elle est sinueuse, elle est technique. Les 8 premiers kilomètres, c'est vraiment très dur. Le début est vraiment compliqué. Donc, faudrait être très vigilant. Et c'est mouillé, quoi. Oui, en plus, voilà. Et donc, il y a des garçons qui peuvent en profiter. Je pense à un Julien Lafilippe qu'on voit peut-être lâcher dans les derniers kilomètres de la montée du Galibier. Avec une descente comme ça, à la condition de ne pas être cramé, parce qu'il faut de la lucidité pour bien descendre, il peut refaire une partie de son retard là-dedans. Voilà, donc, et la montée du Galibier, pour en parler aussi un petit mot dessus, les 14 premiers kilomètres donc, par le Lautaret sont vraiment pas faciles, parce qu'on va pas dire que c'est facile. En plus, quand tu as monté le Var, c'est Élisoire. C'est ça, avec ce que tu as fait avant. Tu ne feras pas de différence là-dessus. Troisième semaine de tour, ça peut. Par contre, les 6 derniers kilomètres sont de plus
plus en plus dur, avec un dernier kilomètre aussi très fort, on pense à la bonif qui est à prendre. Un mec qui descend bien peut se dire j'attaque à 2-3 km, je vais prendre la bonif, je fais la descente à fond et on voit bien où ça nous mène. Donc voilà, est-ce que Erwan, tu peux nous repasser pour terminer s'il te plaît le classement général tout simplement avec Alaphilippe qui est leader pour voir à quel point tous les 6 favoris, enfin les 6 premiers du classement général se tiennent dans un mouchoir de poche. Voilà, Emmanuel Bourgman est 6e à 2,14 et quand Chalimotet parle de fringale, etc., il suffit qu'une seule fois on perd 2 minutes et on perd. Ah bah là, place, sur les 3 jours qui viennent, de toute façon, s'il y en a une fois C'est ça, t'as pas le qui droit perd 2 d'erreur. minutes, voilà, t'as pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et évidemment, jusqu'au même top 20, il y en a qui peuvent facilement gagner des À places. noter, on n'a pas parlé tout à l'heure, Sandro Meurice qui passe de la 20e à la, On en avait parlé. de la 18e à la 13e place. Il a au classement gagné général. 6 places, ouais, il est 13e là. Il est 13e, Sandro C'est Meurice. bien, c'est Le bien gars, pour, c'est ton gars, Sao Paulo. Ah, Sandro Meurice, j'aime bien ce que fait la Wanty ou Gobert Group, je sais plus comment on dit exactement sur ce. La sur Wanty cette- Gobert Cycling Team. Voilà, c'est ça. Mais il y a un C'est- groupe c'est- effectivement c'est qui Thomas, traîne c'est quelque Thomas part. Vauclair qui connaît bien ces appellations. Sacré Thomas Vauclair. Donc voilà, on a Les tout pronos, dit. non Sur... Pronos. Les pronos, ouais, on n'a Voilà, pas tout dit. C'est le On moment n'a pas phare de tout dit. l'émission. Effectivement, merci les gars, on n'a pas tout dit, mais franchement, c'est pour vous que je fais pas les pronos. Attaque en tête du peloton, donc on lui signifie bien qu'il n'a pas commencé. On va aller voir ça direct après. C'est pour vous. Les pronos, voilà, Polo Kimé, Egan Oh là. Bernal. On n'a pas mis mon point là. Hier, non, mais on peut Ah oui, mettre un c'est vrai, bon c'est vrai. point. Robin a 3 points. Ah, Robin a 3 mais points. Robin, t'as mis à la Mais Philippe, Robin, déjà, t'arrives. t'as mis à la Philippe. Franchement, ça m'a étonné. Ouais. Moi, je le vois nous faire une descente. Et franchement, Même voilà, Erwan, il y croit pas en c'est régie. une grosse cote. Mais moi, je vous le dis, je suis un peu d'accord avec Paul malgré tout. C'est pas aujourd'hui que ça va s'attaquer le plus. Et je pense que Alaphilippe peut bien limiter la casse sur le haut de la montée et nous faire une descente. Il descend mieux que les gros favoris. Donc, Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, Joseph, il a cru quand Nils Folly t'a attaqué. Sache que j'y ai écrit et sache que je note quand même que de nos 3 pronos, c'est mon prono qui est arrivé premier de nos 3 une nouvelle fois. Je mériterai encore un point, mais ça, je dis rien. Egan Bernal pour toi. Ouais, Polo. Egan Bernal pour la simple et bonne raison qu'il me fait très peur et que si je le mets en prono, on sait qu'il va pas faire une bonne étape. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'essaie de raisonner comme ça. C'est quand même aussi quelqu'un qui a une belle chance de gagner aujourd'hui, mine de rien. J'ai pas non plus mis un peu l'eau. Mais voilà, là, Egan Bernal me fait très peur sur ce triptyque alpestre. Peut-être un peu plus que Geraint Thomas. Il est juste à côté de Thibaut Pinot sur le classement général. S'il pouvait avoir une petite défaillance, une petite crevaison dans la descente ou un truc comme ça m'arrangerait. Mais je sens, voilà. Le Drake français va encore frapper. En tout cas, on arrive dans ces altitudes pourtant à Egan Bernal. C'est pour ça que On ça l'a me fait très peur. peu vu, donc c'est vrai qu'il peut franchement performer. Quant à moi, Thibaut Pinot, que je vois faire une descente, une superbe descente, et quoi qu'on en dise. Spécialité, hein. Oui, bah, quoi qu'on en dise, depuis quelques. Erwan qui dit moi aussi. Il a beaucoup progressé, Polo, Oui, il a dans, beaucoup dans ce domaine-là. donc, Maintenant, il a plus de points faibles en fait. Moi, je Thibaut pars Pinot. pas que S'il Thibaut part avec perd 45 de points. mais secondes clairement. d'avance là-haut, je vois pas pourquoi il va pas au bout. Thibaut Pinot, avec la forme qu'il a, il est excellent contre la montre et il est excellent en descente. Maintenant, on est, Voilà, on est merci plus en 2013, on n'est plus en 2013 ou 2014 prono, où il y ça. avait vraiment, est même d'accord. si plus 2013 que 2014 d'ailleurs, où il y avait vraiment un blocage psychologique là-dessus. Donc voilà, cette fois on a tout dit, vous avez nos pronos, n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire du chat, on les prendra dans le début de la chatroom. Bah oui, c'est l'heure de la chatroom, on a 8 minutes aujourd'hui, allez c'est parti. Voilà, dans cette chatroom, je vois qu'il y a déjà des questions, alors vous êtes énormément en posé, ça a une vitesse pas possible, donc on va essayer de se... Faut avoir des bons. Oh là. Ça va très vite. Le maillot à poids, non, ça y est, elle est partie. Je suis pas assez rapide. J'en ai vu une sur les objectifs d'Alaphilippe parce que ce qu'il est en train de faire doit l'amener à reconsidérer ses objectifs futurs sur les grands. Oui, complètement. Ah, tu tenais pas le même discours il y a quelques semaines. on a le droit de changer d'avis. Je te disais même que d'ici 2-3 ans, je voulais C'est vrai vraiment qu'il vise. Ah si. Si, non, Ah non, il J'avais dit autre me chose semblait que tu ne voulais pas voir Alaphilippe jouer Cette année. sur les grands tours. peut-être cette année en preview. Là, il faut qu'il aille au bout avec ce maillot jaune. donner On a les tout ça. cassettes de toute manière. Hein. Mais voilà, au pire, essayer de retrouver si j'avais dit le contraire. Mais pour moi, au vu de ce qu'il fait cette année, il change un peu sa préparation. Il travaille un peu plus sur la longueur, plus que sur l'explosivité de ses efforts, plus sur la longueur de ces efforts-là. Rien n'est impossible, je pense, pour Mais Julien. ce que je Qui me est déjà dis, très bon en chrono, qui est Ça, très oui. bon sur toutes les parties pièges qu'on peut trouver sur les... ça oui, mais je me dis que s'il arrive avec des objectifs
qu'il les annonce ou pas d'ailleurs, parce que quand il va revenir sur le Tour de France, on va beaucoup plus se Mais méfier. peut-être pas l'année prochaine, mais Est-ce tu sais, dans 2-3 ans, Oui, mais quand est-ce il arrive à que maturité tu crois physique. qu'on va le laisser partir à Épernay? Est-ce que tu crois qu'on va le laisser partir à Saint-Etienne? Prendre du temps là où prendre ses bonifs, où on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Je veux dire, les favoris ne se sont pas inquiétés quand il prend des bonifs. À Épernay, pour le coup, à Épernay, personne ne à peut la le côte. suivre, hein, je pense. Oui, Ouais, mais il a rien Je pense volé qu'il y sur en ce a- Tour de France. C'est Non, pas je comme dis pas comme Thomas Voeckler en 2011 notamment, où là, il est allé chercher fort, tout on est ça à la d'accord, mais pédale. Non, mais par parce contre, Paul, qu'on il se gagnerait méfie pas plus de de lui. classiques, effectivement, comme c'est ça, Hugues par Poul contre, le oui. dit, comme Romain le dit, qu'il gagne toutes les classiques. Déjà, c'est vrai que est-ce que c'est pas un objectif qui est Moi, je aussi préférerais ça. intéressant, aussi mythique? Moi, je préférerais qu'il. Moi, je trouve qu'il a eu une épopée incroyable sur ce Tour de France, peu importe comment ça finit. Et que vouloir reproduire ça en mieux, c'est prendre le Un risque risque. de courir après pendant 10 ans et de jamais refaire aussi bien. C'est ça. Mais on Il y a- parle aussi d'un mec qui a déjà gagné presque tous ses objectifs de classique. Ouh, Il reste il te manque Liège, la Liège-Bastogne. Lombardie, championnat du monde, ça fait quand même des Oui, trucs. je pensais qu'à Liège, en effet, tu as raison. Il y a quelqu'un qui Je suis dit enflammé. qu'est-ce qu'on fait si un Français gagne le Tour de France? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un défi qui a été lancé par un rouleur via les réseaux sociaux Un qui génie. nous a dit Ouais. alors si un Français gagne le Tour de France, est-ce que vous êtes capable d'aller monter le Mont Ventoux? Alors on a répondu, on a dit ok, mais faut 1500 likes et 500 retweets. Ce qui s'est passé, donc désormais, si un Français gagne le Tour de France, et ben on va aller faire le Mont Ventoux. Évidemment, on va filmer tout ça, ça va être génial. Vous allez voir, Joseph va nous non. faire un Simpson. Franchement, oui, Oh non. ça va Sévère. la Tom Il y Ruiz. a quelqu'un qui c'est dit, un peu- est-ce que Joseph bat Robin? Oui, largement. Ouais. Non, J'ai des kilos en trop, Franchement, Joseph. ah ouais? Ouais, ouais. Ok, je sais pas, franchement, je suis pas sûr. Ventoux, hein. En tout Ouais. cas, on va avoir Louis qui va venir avec nous, le vrai cycliste de roue libre. tu vas nous Et coacher. on peut pas mal s'amuser, mais aussi énormément souffrir parce qu'il nous en a parlé du Ventoux qui lui l'a fait plusieurs fois. Je pense qu'on va en baver. Mais voilà. Revenons aux choses sérieuses. Alors, la Dimension Data Total Direct Energy sur le Tour de l'Ain, ils auraient eu du mal. Alors, ça réfléchit. Voilà, je sais pas ce qu'il voulait dire. J'ai pas suivi en fait. Je pensais que ça a mené à une question. Qui sont à la Voilà, rue, bah, on peut Ah, pas trop si, les défendre. hein. Le beau vélo a lancé un truc hier sur Twitter en disant les coureurs qui sont totalement Invisible. invisibles. C'est vrai qu'il y a des coureurs comme ça, comme Van Rensburg, dont il parlait, on ne les voit pas du tout. Oui, bah, c'est normal. C'est des mecs qui. Ouais, c'est normal. Je sais pas. Oui, il y a des gars qui soit tirent des bouts droits au début de l'étape, soit accompagnent des leaders qui sont 15e, 20e au général. Donc forcément, les Dimension Data qui sont en train d'entourer Roman Kreuziger, qui est, je crois, 14e au général, on les voit pas beaucoup à la télé. Non, mais c'est clair. La seule déception des gens qu'on voit pas beaucoup alors qu'on devrait les voir, c'est la Dimension Data. Van Rensburg, ça vaut pour lui, ça vaut pour évidemment mon Michael Valgren, Ça vaut surtout pour Valgren, Boasson-Hagen. même un Cummings qu'on a connu, qu'on a dû voir. Vieux, par contre. hein. Ouais, mais voilà, qui nous a habitués quand même à mieux, au moins sur une étape un peu vallonnée, à prendre une échappée. Enfin, tu vois, il y a tous ces gars-là, Florian Vachon, Arkea Samsic, tu vois, je regarde un peu les noms là, c'est Mm. des gens. Ouais, je sais. Il y a Magellan qui nous dit est-ce que cette descente peut convenir à Bardet, à Nibali? Est-ce que vous pensez qu'ils ont retrouvé des jambes? Complètement, il faudrait être devant par contre. Ouais. Parce que bon, on voit Nibali, son état de forme, il est pas bon, ce qui est normal après le Giro. Alors je sais pas dans quel état il est sur cette 3e semaine, est-ce qu'il est en train de se requinquer ou pas. Il a pas roulé sur la journée de repos, il a pas touché au vélo, il est resté complètement à l'arrêt, ce qui est très inhabituel malgré tout. Est-ce qu'il Non, fait une il y en croix a, sur il y en a le Tour de beaucoup qui France ont fait ça. Alaphilippe aussi a fait ça parce qu'il y avait une étape derrière de Ouais. plat, donc il pouvait se remettre en. Je sais Il pas, est-ce pouvait que, se remettre en est-ce que route. Nibali a fait une croix sur ce Tour de France ou est-ce qu'il a encore l'espoir de faire quelque chose dans les Alpes? Ce qui est sûr, c'est que s'il va dans une échappée, il va devenir dangereux. Et sur l'étape d'aujourd'hui particulièrement, parce que c'est peut-être celle où les favoris vont le moins se bagarrer. Elle est Et où longue, il y a une donc descente pour lui. il y a de la place pour prendre Voilà. du temps, pour anticiper. Il y a une chance que l'échappée aille au bout aujourd'hui. hein. Euh, C'est pas inimaginable. hein. The Deadman a demandé qu'est-ce que vous en pensez de Bourman. J'ai vu plein de questions passer sur Bourman. Paul, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Pourtant, après les Pyrénées, il est encore là, quoi. Il est très fort pour l'instant, pas une fausse note. À chaque fois qu'on parle À de Bourman, 2,14. je dis la même chose. Après, j'attends de le voir là. Il a quand même l'habitude d'avoir sur le Tour de France notamment, d'avoir des grosses journées de moins bien. Là, on va attaquer des sommets qui, pour moi, de tous les favoris, sont des hauteurs qui lui conviennent le moins. Dès aujourd'hui, on aura déjà une belle réponse. Après, à l'image d'un Thibaut Pinot, c'est quand même un mec qui visiblement semble être dans la forme de sa vie, qui est certes un peu plus jeune, mais qui a l'air déjà très 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 fort. Je sais pas, je le sens encore peut-être un peu juste cette année, mais dès l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera un favori du Tour de France. Est-ce que le Tour peut se jouer au bonif cette année? Demande Salut les bros. C'est pas impossible. hein. Déjà, parmi les favoris aujourd'hui, c'est Thibaut Pinot qui a pris le plus de bonifs.
Alors peut-être s'en prendre à la Philippe, je sais pas, je considère un peu moins la Philippe comme un favori, Oui, même si voilà. aujourd'hui il faudrait. Mais par rapport à Thomas, par exemple, Bernal, Kruijswijk et Bourman, Pinot a pris 24 secondes de bonif depuis le début du tour, il me semble. Il y en a encore à prendre. Et oui, vu le tour serré qu'on a, et vu qu'il n'y a pas de chrono qui va faire de gros écarts, ça peut très bien. Si on a une bagarre, par exemple, admettons Thomas contre Pinot dans les Alpes, et qu'ils se battent sur Tignes et sur Val Thorens, ça peut se jouer au bonif. Ouais. Ouais, clairement. Il Les y a- écarts seront pas énormes. Donc, excuse-moi, les écarts seront Vas-y. vraiment pas énormes. Donc, à partir du moment où si Pinot a pris une 15-20 secondes de bonif, c'est sûrement là-dessus On que ça peut va se peut-être jouer. battre le record de 8 secondes de Fignon-Lemon en 89. On prend encore 2 questions. L'avant-dernière, j'ai vu Kat Mapei qui a demandé est-ce que Landa peut terminer sur le podium. Landa, alors il est 7e à 4,54 les gars. Et actuellement, c'est Kruijswijk qui est 3e à 1,47. Donc il a 3 minutes de retard sur le podium. Possible, pas possible. Moi, je pense pas. Mais l'avantage, c'est qu'au moins Landa, il va essayer. Et dès aujourd'hui, je pense qu'il va essayer de loin. Parce qu'il sait que lui, s'il veut reprendre du temps, il doit reprendre dans les grandes largeurs, anticiper la bagarre des favoris, comme il l'a fait à Pradalbi. Ce sera dur. Mais il a déjà repris beaucoup de temps, mine de rien, sur Pradalbi, même si nous, on était vraiment concentrés sur Pinot et Alaphilippe. Il a fait une très bonne affaire. S'il en fait une, voire deux sur les Alpes, il va se rapprocher dangereusement du podium. Pour moi, il va avoir un problème à un moment avec son Giro, qui va lui peser dans les jambes. Bah, Et j'espère. normalement, ça doit lui mettre un coup de bonbon à un moment. Sinon, c'est qu'il nous fait comme Dumoulin et Froome l'année dernière, qu'il est l'un des rares qui arrive à enchaîner. C'est-à-dire C'est ça. le troisième mec en 10 Moi, j'ai quand même cet enchaînement Giro Tour qu'il fait en 2017, même s'il était en marge, on a déjà beaucoup Oui. parlé, même s'il était en marge du classement général. C'est un mec qui a fini très très fort, peut-être même meilleur que Froome sur ce Tour 2017, alors qu'il sortait du Giro. En Giro, il a gagné 2 étapes et le maillot à poids. Vous posez tous la même question, donc c'est 7 questions qu'on va prendre pour terminer. Bardet, maillot à poids, les gars. Et ben, C'est c'est aujourd'hui possible. ou jamais. C'est ça, il faut partir qu'il prenne dès les châteaux aujourd'hui. Il y a des gros points à prendre parce que peut-être qu'au Galibier ce sera regroupé, mais en tout cas, si tu passes au sommet du col de Vars, T'as et de l'Izoard, t'as un quart de la totalité des Voilà. points du Tour de France à prendre aujourd'hui. donc déjà juste si Ah, tu j'ai passes bossé, au hein. sommet à Vars et à l'Izoard, Et franchement, tu te replaces sacrément C'est en Ça, vue c'est- des Les points sont Un doublés quart des quand tu points passes aujourd'hui, quand tu passes les sommets l'entre- à 2000 mètres. J'ai peut-être une bêtise, mais il me semble, quand tu passes les sommets à 2000 mètres, les points sont doublés sur ce Tour de France. Donc, Donc non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra en refaire une, mais Bardet n'est pas dans l'échappée. en 2 échappées, c'est possible. Bardet part dans l'échappée. Par donc, contre, Lutsenko y est, bah, bien sûr. Bardet n'est pas dans l'échappée. Oui, c'est ça, je dis Bardet n'est pas dans l'échappée. Bah, tiens, je vais aller voir l'échappée vu on veut bien, l'échapper, le chat, si vous J'y voulez. vais, non, j'y vais. Ah, bah, Ah, le chat sera vas-y, peut-être plus vas-y, rapide mon que moi. Bah, si le chat est Ça pas- gagne très remuant, Race Center. Je clique. Voilà. On va suivre ça en tout cas. Voilà, cette course, Continue de faire ta cette vie, course qui est actuellement en route. On va la prendre sur le début de la rétro-chronique du vélo, mon Polo, si tu veux bien. Parce que ça y est, cette chatroom est terminée. Elle était plus longue que d'habitude. Il y a eu de très très belles questions. Et il n'y a pas encore d'échappée, me dit-on. Ouais, Donc voilà, voilà, moi j'ai comme ça, au peloton moins, regroupé, c'est clair. peloton regroupé au kilomètre 8. Exactement. Peloton groupé. En tout cas, c'est parti pour la rétro-chronique du vélo. Aujourd'hui, dans cette rétro, on va parler Cette nécro. dans cette nécro. Voilà ce que j'allais dire. Aujourd'hui, dans cette rétro, non. Personne Une belle rétro. On va parler de Bernard Thévenet, vainqueur des tours 75 et 77. Alors, Robin, vous l'aviez rencontré pour faire un superbe entretien qu'on a pu lire, Polo et moi. On s'en est régalé pour ton site chronique du vélo. Pourquoi avoir choisi d'en parler aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on va passer par l'Izoard, donc comme on le disait tout à l'heure, et il y a une histoire entre Bernard Thévenet et l'Izoard, puisque c'est là-bas sur le Tour 1975, pas qu'il prend le maillot jaune, mais qu'il le conforte et qu'il assoit sa domination, qui bat surtout Eddy Merckx pour la première fois, qui est pour la première fois battu sur le Tour de France, et Bernard Thévenet restera pour toujours celui qui a fait chuter Eddy Merckx. Mais donc pour comprendre ce qui s'est passé à l'Izoard, il faut remonter 2 jours plus tôt, avant la montée de l'Izoard, avec ce jour-là l'ascension du Puy-de-Dôme, où Eddy Merckx est en jaune, Bernard Thévenet est l'un de ses rivaux, et Eddy Merckx est frappé par un spectateur au foie, ce qui va l'affaiblir. Et il dira à l'arrivée un fou m'a frappé. Une plainte est déposée par Eddy Merckx, par Jacques Godet aussi, le directeur du Tour. Mais le mal est fait. Eddy Merckx va souffrir de cette attaque, on peut dire ça comme Il ça. n'était pas en pendant forme les- même avant pendant les le jours coup qui de suivent. poing sur le Il est- Puy-de-Dôme. C'était peut-être plus le grand Eddy Merckx, mais cette attaque est venue, cette attaque au foie est venue vraiment lui poser le deuxième genou à terre, si on peut dire. Et le lendemain, Bernard Thévenet prend le maillot jaune à Pralou, dans une étape elle aussi mythique, une scène mythique où il revient sur Eddy Merckx dans cette ascension de Pralou.
Pralou, et il l'attaque de l'autre côté de la route, entre les deux, une bande de béton qui est en train de goudron, qui est en train de fondre. Donc en fait, Bernard Thévenet sait que Merckx ne va pas pouvoir sauter dans sa roue, à moins de passer dans cette bande de goudron fondu, ce qui serait risqué. Donc il attaque de l'autre côté de la route exactement pour ça. Et au sommet, il reprend le maillot jaune. Au milieu de la nuit, petite anecdote, Thévenet se réveille et voit le maillot jaune sur sa chaise dans sa chambre d'hôtel. Et il se dit, pourquoi Merckx a-t-il mis son maillot dans ma chambre? Même lui n'en revient pas. Donc malgré tout, il a que 58 secondes d'avance. Et il sait qu'il doit encore faire la différence. Il reste un contre-la-montre où Merckx lui est supérieur. Donc il faut creuser l'écart. Et c'est là que vient l'Isoard. Et donc il prend le maillot. On est à la 15e étape où il prend ce maillot remis par Valéry Giscard d'Estaing. Et à la 16e étape, le matin de la 16e étape, Barcelonnette Serge Chevalier. Il a 58 secondes d'avance sur Merckx. Mais pour lui, c'est pas assez. Il veut frapper un grand coup. C'est ça, il faut creuser. Et puis en plus, on est au départ d'une étape mythique où Louison Bobet, donc triple vainqueur du Tour de France en 53, 54 et 55, vient voir Bernard Thévenet et lui dit, je crois qu'on a la déclaration, tu sais, pour être un grand champion, il faut avoir passé l'Isoard en tête avec le maillot jaune sur le dos. Tu as déjà fait la moitié du boulot. Maintenant, finis le travail. Parce que Louison Bobet, en son temps, avait passé l'Isoard en tête avec le maillot jaune sur le dos. Donc l'étape, elle est courte, cette étape de l'Isoard, 107 km seulement. À l'époque, c'est vraiment très court. On a le col de Vars en début d'étape, comme aujourd'hui. Et Thévenet surveille dans ce col de Vars, il surveille Eddy Merckx. Et dans l'Isoard ensuite, il attaque loin, à 13 km du sommet. Gagner des minutes, c'était une obsession, car on n'a jamais assez de temps devant Merckx. C'est un véritable épouvantail, c'est ce que nous disait Bernard Thévenet lorsqu'on l'avait interrogé sur cette étape et cette journée de l'Isoard. Au niveau de la casse des herbes, donc, il y a ces images mythiques avec une foule énorme, tout le monde qui court à côté de Bernard Thévenet. Il y a une photo assez mythique aussi, il me semble, un peu plus haut, avec, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'Isoard, mais avec un fan qui court juste à côté de Thévenet et qui s'est retrouvé ensuite sur toutes les photos. Il y a les motards de la gendarmerie qui sont devant Bernard Thévenet, et c'est Thévenet qui raconte, il dit le motard est 2 mètres devant lui, la foule s'écarte pour laisser passer le motard, se referme juste derrière et s'ouvre de nouveau devant Bernard Thévenet. Il a l'impression de rentrer dans les gens, qui va tomber à n'importe quel moment. Finalement, les gens sont là pour le porter, donc tout le monde fait plus ou moins attention, on va dire, mais il est porté par cette ambiance. Il dit, dans l'Isoard, tu deviens sourd. Il est dans un nuage et il se retrouve même à se reprendre lui-même, à se dire, attention, tu es sur un vélo au Tour de France, tu n'es pas au cinéma, il ne faut pas te mettre en sur-régime. Il comprend malgré tout qu'il est en fait en train de gagner le Tour de France dans cette ascension de l'Isoard. Et au sommet, c'est pas fini, il fallait redescendre vers Briançon, puis légèrement remonter vers Serre Chevalier, un faux plat qui fait bien mal aux pattes à ce moment-là. Donc c'est malgré tout, pour Thévenet, qui est en train de gagner le Tour, qui a le maillot jaune sur le dos, il est transcendé. Donc il y arrive, il réussit son coup, il reprend ce jour-là plus de 2 minutes 20 à Eddy Merckx. Et à l'arrivée, il pensera à Louison Bobet, qui est de nouveau là, dans l'air d'arrivée, comme le matin. Et il se dira à lui-même, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Et la France, à ce moment-là, avec une ambiance indescriptible dont tu nous parles, Robin, Paul, c'est un Français qui va faire tomber Eddy Merckx. Ouais, mais c'est fou. Et pour rebondir sur une des déclats que tu as cité, Robin, c'est on n'a jamais assez d'avance sur Eddy Merckx. Et quand tu vois justement Thévenet attaquer l'Isoard à 13 km de l'arrivée, attaquer Merckx, ça te fait tellement écho à Luis Ocaña en fait en 71, à cette idée que personne en fait imagine qu'il va réussir à battre Merckx, que Merckx est un tel cannibale, hein, c'est pour ça qu'il a ce surnom-là, que les gens, même avec 1, 2, 4, 6, 8 minutes d'avance pour Ocaña, qui allait jusqu'à presque 8 minutes d'avance, ils n'étaient pas sûrs de gagner le Tour de France, même si le Tour de France arrivait 3 ou 4 jours plus tard. Ils avaient vraiment cette peur qu'Eddy Merckx pouvait renverser le Tour de France à tout moment, qu'il était trop fort et que même si tu avais beaucoup d'avance, tu n'arriverais pas à le battre. Et tu vas raconter, d'ailleurs, sur ce Tour 75, je pense que tu vas y venir, que jusqu'à la fin, il ne lui a pas laissé une seconde de répit, d'ailleurs, Merckx, pour aller embêter Thévenet. Ouais, parce qu'il va tout faire et cette bagarre, elle va durer jusqu'aux Champs-Élysées même. Ouais, exactement. Ça, aujourd'hui, on se dit presque que c'est improbable. Oui, ça nous ferait un peu bizarre. Et parce qu'il reprend du temps donc, sur cette étape de l'Isoard, Thévenet, mais Merckx, lui, n'abdique toujours pas. Il avait pourtant 3 minutes 20 de retard, Eddy Merckx. Et Thévenet, justement, continuait de se méfier. Malgré cette avance, il était un peu plus tranquille, mais il savait que c'était pas terminé. Et Eddy Merckx, c'était un drôle d'animal, il fallait constamment le surveiller. Il attaquait partout, tout le temps, y compris donc sur la dernière étape, t'en parles Paul, sur les Champs-Élysées, où en fait le départ est donné. Alors il y a Michel Poniatowski qui est là, qui est à l'époque le ministre de l'Intérieur. Il y a Félix Lévitan, le directeur du Tour. Et Bernard Thévenet est en train de discuter un petit peu innocemment.
Eddy Merckx, lui, il faut pas 2 opportunités, il attaque tout de suite. Tout le monde se met à rouler. Et, Bernard Thévenet, il a un gros coup d'adrénaline. Il se dit, imagine que je perds le Tour de France sur cette étape des Champs-Élysées. Première année en plus où on arrive sur les Champs-Élysées. Donc on n'est pas encore habitué à la procession que c'est aujourd'hui, de tranquille sur les Champs-Élysées, on boit le champagne et il se passera rien au classement général. À l'époque, Eddy Merckx, Champs-Élysées ou pas, il s'en moque, il veut essayer une dernière fois de gagner le Tour. Et donc toute l'équipe Peugeot se met à la planche, on revient sur Eddy Merckx. Et Thévenet se met dans la roue de Merckx et ne le lâche plus. Et il y a de son coéquipier qui vient, un de ses coéquipiers, Régis Auvion, chez Peugeot, qui vient lui dire ça la fout mal quand même sur la dernière étape que tu sois collé à la roue de Merckx comme ça, avec le maillot jaune pendant des heures. Donc t'inquiète pas, on va le gérer, Merckx. Nous, on va le coller et toi, tu peux prendre un petit peu de distance. Donc Thévenet dit d'accord, il s'écarte de quelques mètres, Merckx en remet une. Et il repart une nouvelle fois. Et là, Thévenet, il se dit c'est pas possible. Et il va le chercher lui-même, il sort. Et là, il lui dit il me semble qu'on a la déclat, pardon. Bon, Eddy, écoute, maintenant, je ne te lâche plus d'une semelle. Parce que bon, il a fait l'erreur une fois. La deuxième fois, Merckx est encore sorti. Là, il dit c'est bon, maintenant, on arrête les frais et on va aller jusqu'aux Champs-Élysées, roue dans roue. Il faut pas que je perde le Tour de France. Là, on voit sur cette photo, en deuxième plan, Thévenet qui rigole. Mais je pense que quand il commençait à attaquer, alors que lui était tranquille avec le directeur du Tour derrière, il devait moins rigoler. Ouais, c'est tellement inimaginable aujourd'hui que de voir un favori du Tour essayer d'attaquer sur les Champs-Élysées pour reprendre 3 minutes. Pendant qu'ils sont au champagne. pendant que Thévenet est limite déjà bourré parce qu'il fête sa victoire, ouais, c'est assez fou. Mais ça me manque ces arrivées d'étapes un peu galvaudées sur les Champs-Élysées. Je trouve que, mine de rien, tu vois, quand on y a mis un contre-la-montre, il s'est passé de belles choses. Je sais pas, je trouve ça dommage que ce soit vraiment le... Même quand Robbie McEwen, et je crois qu'on en parlera aussi dimanche, quand il y a une bagarre pour le classement, pour le maillot vert, je trouve ça cool aussi qu'il y ait un intérêt, mine de rien, à cette étape, qu'elle serve aussi un peu à quelque chose, que ce soit pas une parade et un sprint massif comme ça l'est toujours. Et d'ailleurs, on peut même pas attendre, même s'il y a 10 secondes d'écart entre le premier et le deuxième, il y a de fortes chances pour que la course soit arrêtée. Parce que même Uran, qui avait 58 secondes de retard, c'est peut-être attention, à 10 secondes, il y a quand même des trucs à faire. Hein. Justement, mais est-ce à partir de quel écart est-ce qu'on peut se dire, bon bah là il y a une possibilité pour que ce soit une réelle étape? 10-15 secondes, je pense que tu tentes. Au-dessus de 15 secondes, ça devient compliqué. Et on avait eu des tours avec Evans, avec Contador, où il y avait 25, 30, 40 secondes, et où il s'était rien passé sur les champs. Je pense que par contre, si tu te rapproches des 10 secondes, celui qui est deuxième se dit, bon, on va quand même essayer, on sait jamais. Et il y a un gars qui nous dit, la PM, que Vinokourov a gagné une place au classement général quand il a gagné sur les champs. Et c'est l'année où il termine troisième? Non, c'est 2005. Ah oui, alors c'est après, ok. Je mettais un doute, mais oui, c'était plus tard. Non, il termine pas mal, hein. Il fait un bon classement cette année-là. Je sais plus combien il termine, mais parce que les années impaires lui réussissaient bien. on va regarder tout ça, ça tombe bien parce qu'il va y avoir plein de questions dans le quiz auxquelles vous allez répondre, les gars. Ok. Ouais. Donc voilà, demain tu nous parles du Tour de France 59. Exactement, on en a déjà très brièvement parlé dans une émission plus tôt cette année. Mais on va parler du Tour 59 et de la lutte interne en équipe de France entre Anquetil, Bobet, Rivière et un régional qui était Henri Anglade. Bobet, on n'en a pas encore parlé. Moi, ça m'intéresse. Le sacré Louison Bobet. 3 tours, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Moi aussi, je pourrais faire des rétros. Bien sûr que tu pourrais. C'est terminé pour cette rétro chronique du vélo. On peut y aller pour le quiz. C'est parti. Il faut les ardoises ou pas? Oui, on peut sortir les ardoises pour 3 questions sur 5. Pour 3 questions sur 5. Mais on va commencer sans les ardoises, on va commencer avec des qui est. Ok. On va commencer avec des qui est. Erwan, Kili, vous pouvez y aller pour le premier qui est. Visage est caché pour ceux qui ne connaissent pas, on n'en a pas beaucoup fait cette année. Banking. Oh, bien. C'est pas Banking? Sur la Vuelta, que je donne la réponse, quand même. sur la Vuelta comme ça, c'est Non, parce que j'ai cru que Paul a été très très vif là-dessus. Luis Mentiès? Non, mais c'est un coureur qui est sur le Tour de France. Valgren? Non. Il est sur le Tour de France, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Et on en a parlé pendant l'émission. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Van Rensburg. Bien joué. C'est Polo qui l'a d'abord. pas osé le dire. Jesse Van Rensburg qui a déjà été combatif sur d'autres tours. Donc comme quoi, ça se trouve, il peut l'être dans les prochains jours qui arrivent. Tout n'est pas terminé. Voilà, et Rémi Baroche l'avait dans le chat. 1-0 pour Polo. Deuxième... Pantano. Pardon? Pantano. Ce n'est pas Pantano. Pantano, il est un peu plus métis. Mollema? Ni Pantani.
Erwan, tu n'as pas bon. Pas de Molé- point pour Erwan, ce Non. n'est pas Mollema. Hmm. Un coureur qui aussi est très peu visible, mais qui est sur Tour de France. Julien Bernard Merci, ouais, Julien Bernard. Non, J'allais dire Julien Simon, pas du tout. Il est sur ce tour. ouais, il est sur ce Tour de France. Bah, c'est pas Ciccone. Ce n'est pas Ciccone. Qui on a Nizzolo. Non, et vous- Degenkolb. même dans le chat, vous le citez pas parce que c'est vrai qu'il est vraiment invisible quoi, sur ce Tour de France, mais il est bien pas censé présent. l'être. Voilà. Il a des initiales, c'est les mêmes lettres. C'est des K. K. Avec Kim Kirchen. Coren. Non, non. Mais attends, comment il s'appelle ce con là? C'est KK. Kim Kirchen ou Karsten Kroon. Ah, Non, non, c'est. Non, C'est. il a une particule devant. Ken de Korte ou un truc Oui, comme ça, là. voilà, Polo, Koun de Korte. Koun de Korte, ouais. Koun de Korte, joué, voilà. Ken de Korte. Ken de Korte. Ça passe, voilà, Koun de Korte, voilà. Bah, alors là, ça arrive dans le chat, voilà. D'émotion. Non, mais il était Un énorme franchement, coup dans mon- il était dans mon micro. franchement pas simple. Mais ça fait 2-0 pour Polo après les quiz. Questionnette, vous allez avoir besoin de vos petites ardoises, les enfants. Allons-y. Sachez que sur le Tour de France, il y a Franck Ferrand qui parle, donc autant vous dire qu'on ne rate rien pour l'instant. Respecte notre patrimoine, Polo. Ça intéresse des gens, moi, c'est pas la partie que je préfère dans le Tour de France. Questionnette, la première. Il est gratuit comme ça. Qui a terminé 3e du Tour de France 2002 derrière Lance Armstrong et Joseba Bellocchi? Deux Ah non. possibilités. Ah. Avec, Lance Armstrong, Bellocchi. Oui, j'ai mal compris. Deux possibilités. Moi, je- Raimondas Rumsas ou Alexandre Vinokourov. 2002. 2002. Ouais, Rumsas. j'ai donné un indice en disant Excellente que Vinokourov, réponse. c'était les années impaires. Non, mais surtout qu'on en a parlé de Vino Ouais. déjà. On sait Mais que- c'était en 2003. C'était en 2003. Vinokourov. Exactement. Voilà. Année impaire. Donc si c'était 2005, son exploit au champ, ça veut dire que ce n'est pas la même année qu'il a. Non. Enfin, si, d'ailleurs, ça peut être la même année. Ça peut être la même. Donc ça fait 3-1. Oui. Pour Paul. Voilà, quand Franck parle, faut passer sur la RTBF. Malade mental. C'est vrai que la RTBF couvre très bien le Tour de France d'ailleurs. C'est pareil, moi, j'ai jamais une fois, regardé, mais, je m'étais moi non avec plus. monsieur Faut un VPN. Rodrigo Rodrigo Bekens. Bekens. Faut un VPN. Question. Vous allez avoir besoin des ardoises. Bob Jungels. Ordi. Alors non, je filme pas mon ordi parce que je regarde le Tour de France, les gars. C'est juste pour ça que je filme pas mon ordi. C'est Bob quand même mon métier, Jungels. vous savez. C'est vrai, Paul, moi, mais ils ont raison de s'en intéresser. Bob Jungels a déjà fait un top 10 de Grand Tour. Vrai Qui ou faux? Bob Jungels. Bob Jungels, monsieur. Non. T'écoutes rien. Hein. Ah, il est dur de l'oreille, dur de la feuille. Non, Non, pour moi, il fait Polo. 11e. Sur le Giro. D'accord. Grand Tour, Eh ben oui, Polo. non, les questions. Ah oui, Bah écoute les questions Non, un non, peu. non, sur le Tour de France, mais oui. Ah, on va Non, te- il a perdu. Mais non, je vais te faire sponsor par la Fonac, Je Polo. le hein. dis sur le Giro, il dit bah oui, je le savais. Bah je le oui, savais. Oui, non, il y a pas, il y a 3-2, il y a 3-2, T'es Polo. fou. sur le Giro, il a fait un top 10. C'est Eh, pas je vais qu'on passe te sur faire- le Tour. je vais c'est pas, vraiment il a fait 11e Je vais l'an te dernier. faire sponsor par la Fonac. Hein. Ou il y a Vraiment, 2 ans. il va Non, mieux sérieusement. entendre et en plus, il sera bon C'est là- pour toi. Je parlais avec le chat, je leur montrais le Tour de France. Oui, bah 3-2, si Polo. t'avais fermé l'ordi, tu serais plus concentré, Paul. Ah putain, mais ça c'est sûr. T'inquiète pas, Polo, il y a encore 3 questions. Ah, j'ai- Combien d'étapes du Tour de France Laurent Jalabert a-t-il remporté? 3, 4 ou 5? Attendez. Robin a déjà répondu. Allez, mon Polo. 5 pour Polo, 3 pour Robin. Faux pour tous les deux. Et 4, Bruxelles, Mende, Verdun, Colmar. Ah, Pas de points, ça reste à 3-2 pour Polo. dommage. Quelle équipe est actuellement leader du classement par équipe du Tour de France? Et je ne donne pas trop Mal, mon position. feutre. Il y a un piège. Robin a déjà écrit sa réponse, comme vous l'avez vu. Il y a un piège. Je vais aller sur ça. Il y a un piège, il dit. Bah oui, si on veut. Ce n'est pas la Movistar la comme dans le chat. C'est pas C'est la Trek. Ils l'ont perdu, Movistar. C'est pour ça, j'ai entendu ça Eh hier. oui, Ché. Porte est 10e, Mollema est 19e, Stuyven est 36e. Stuyven Ça. incroyable, 36e. C'est Et Trentin, c'est le genre de gars. j'ai un Bernard, il est bien aussi. Chicone est 37e et Bernard doit être un peu Oui, plus bah, loin. c'est Voilà, les j'ai trois noté premiers qui les, comptent, mais de c'est les toute 3 premiers qui Ils l'ont perdu hier, Movistar. Ou avant-hier, je pense. Donc Chicone peut rester. Avant- Et Ils comment l'ont c'est perdu possible? Ils ont Landa et, 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 13 ou 14, non? Je sais, mais je pense qu'après, ça doit être la débandade. Non
Oui, mais Ouais, c'est voilà. les 3 premiers qui comptent. Bah, c'est une Ah bonne bah, question. visiblement En tout non, cas, parce que d'après pour Pro le coup, Cycling Stats, moi, ce que je suis allé Mais surtout, regarder. ils l'ont dit hier, va- ils l'ont dit C'est vrai, hier à la ouais, télé. pas de soucis, ça me. On c'est- peut revérifier. Enfin, si on se trompe, n'hésitez pas en tout cas à nous Non, dire mais dans je le crois chat. que je crois qu'on. Mais de toute manière, il y a une bonne réponse pour tous les deux. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça fait 3-2 pour Polo. Non, 4. Ah, c'est pas Trek. Si c'est Trek, Bah, c'est c'est 4-2 Trek. alors, Polo. t'as pas noté Trek? Non, j'ai noté Movistar. Ah bah j'ai vu Trek, bah, ça fait 4-2 pour Polo. Ouais, j'ai Ça mis fait Trek. 4-2 pour Polo. Dernière question qui va donc compter 3 points. Et pour une fois, c'est Polo. Il y avait qui 3 va- treks dans l'échappée hier et moi, je suis de toute façon, le classement par équipe, je n'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais On va regarder. Dernière question qui vaut 3 points, moi. Une fois, c'est toi qui peux Ouais. mettre une attaque dans les c'est les 3 derniers premiers c'est hectomètres. les 3 premiers de chaque étape qui comptent. Chez quelle équipe Joseba Bellocchi et Alberto Contador ont déjà couru ensemble? Oh, le feutre de l'enfer. Liberty Seguros. Bonne réponse pour tous les deux. Ce qui fait donc, mon Robin, que tu perds ce quiz. Un plaisir de remettre un peu de suspense là-dedans. Ils ont Ah, je aussi suis couru content, là. ensemble chez Astana Wurz. Ça aurait pu être une bonne réponse vrai, ouais. aussi, un peu plus tôt. Voilà, la remontada de Polo. Peut-être, il reste 4 étapes. Il faut On qu'on va compte voir, les hein. points, je sais même pas En combien il y a vrai, d'écart. si je gagne pas les 4 dernières, je pense que je perds. hein. Oui, voilà. Je pense va que même être si tu honnête, les là. gagnes, tu perds hein, en réalité. Il y a 17 à 2 Non, de non, Pierre-Rohan non. en régie. J'en ai gagné, j'en ai gagné au moins 5 ou 6. Fortement Oui, oui. possible. En tout cas, mon Polo, tu as gagné ce coup. Ouais, bah, je suis très te content. félicite. Merci. On regarde la fantaisie pour terminer Oui. avec Cyclo Gogo a perdu son fauteuil parce que c'est Pif C'est dommage. qui Il paiera a pas, il repris. paiera pas le rosé cet été, c'est dommage. Ah, bah, j'espère quand même parce que Il peut remonter, hein. en tout cas, Cyclo Gogo qui voilà pourrait venir pour une fois peut-être sur le plateau. Le vainqueur pourrait venir sur le plateau. Je ne sais pas d'où est Pif, mais On Cyclo va essayer Gogo de- est on va parisien. essayer d'envoyer un petit cadeau aux 3 premiers quand même. Ouais, On va se concerter, on va voir ce qu'on a en stock. Fais attention, On va- je Ça, vais, c'est je vais beau. finir dans les 3 premiers, tu vas me régaler. C'est terminé pour cette émission, les amis. On a vu que vous étiez très chaud dans le chat pour l'émission. Ouais, c'était- On va vite aller nous devant cette étape en Brin-Valoir qui s'annonce incroyable, les gars. Bien sûr, moi Ah, je crois, j'ai moi, pas je suis peur comme déjà- je fer. suis déjà devant. Bon là, j'ai plus de batterie certes, mais j'étais déjà devant. Mais ça va être très cool. Même si là, pour l'instant, il va pas se passer grand chose avant le début Pas du tout de col. suite, mais- On a le temps d'aller Pas manger manger, avant le col de Vars. Voilà. Ouais, c'est Exactement, on va prendre des forces parce qu'il y a énormément à voir et donc demain, énormément à raconter. À demain les rouleurs. Et les Ciao. gars, à bientôt. Salut. Bisous, bisous. Ciao.